Ce qui se passe sur le champ de bataille en Iran, à la fois sur le plan psychologique et militaire, c'est que nous avons actuellement deux fronts en cours. D'un côté, on comment les États-Unis, avec Israël, essayent de tout contrôler en ce qui concerne les médias dominants en Occident. Car une partie de cette guerre, en réalité, je dirais la plus importante, est la guerre psychologique. Lorsque cette guerre a commencé, ils disaient que tout en Iran était au bord de l'effondrement, qu'ils allaient intervenir, vaincre et assassiner le guide suprême de l'Iran ainsi que ses commandants, et qu'ensuite tout s'écroulerait. Mais cela ne s'est pas produit. Et puis, ils ont commencé à parler de certaines figures politiques au sein du gouvernement iranien qui, en coulisses, discutaient avec Donald Trump, avec l'administration Trump, avec les Israéliens. Tout a commencé, je pense que vous vous en souvenez, avec le général Ghani, qui a succédé au général Soleimani. Il est le chef de la branche Quds du CGRI. Il y a donc eu beaucoup de rumeurs, et ces rumeurs continuent encore aujourd'hui à influencer la situation. On dit qu'il coopérerait d'une certaine manière avec les Israéliens en secret. Et vous savez, c'est le type de guerre auquel les Iraniens sont confrontés aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à propos de Ghani. Puis, après l'assassinat, la guerre a commencé. Rien ne s'est passé dans le sens que les États-Unis souhaitaient. Ensuite, ils ont dit que Kalibaf négociait avec Donald Trump en coulisses, qu'il était le bon interlocuteur pour négocier, qu'il était le dirigeant de l'Iran. Ils voulaient provoquer une sorte d'agitation, un certain désordre à l'intérieur de l'Iran, au sein du gouvernement, au sein de la société iranienne. Et hier, nous avons entendu parler de Hassan Rouhani, l'ancien président de l'Iran. Quelques photos de lui en Suisse. Des gens disant qu'il est là pour encaisser son argent, qui veut aller quelque part. Mais c'est une guerre psychologique, ce qui se passe en ce moment. Et les gens peuvent, vous pouvez vouloir comprendre que ce qui se passe en Iran est totalement déconnecté de l'opinion publique en Occident. Parce que tout ce que l'administration Trump et les Israéliens essaient de faire, c'est de manipuler l'hémisphère occidental. Je ne parle pas seulement de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Amérique latine, de l'Europe et de certaines parties de l'Asie occidentale. Mais les gens en Iran ne sont pas vraiment connectés à ce qui se passe dans les médias grand public en Occident, parce que la plupart des gens ne sont tout simplement pas connectés. La connexion Internet ne fonctionne plus, donc ils utilisent un réseau national. Alors, quoi qu'ils fassent en dehors de l'Iran, cela n'influencera pas l'unité qui se manifeste, qui grandit et qui se renforce à l'intérieur du pays. Donc, je pense que sur ce point, on peut constater qu'il s'agit d'un effondrement total. Ils n'obtiendront rien en essayant de créer une sorte de tumulte ou de problème politique pour certaines figures du gouvernement, car ils sont tous unis en ce moment. Ils les désignent en parlant de Kalibaf, Rouhani, d'autres figures. Rafouingani à post-war et les sapins, les tuer, les assassiner. C'est là le principal problème. Vous savez, l'agenda, en ce qui concerne la manière dont les États-Unis et les Israéliens essayent de mener cette guerre. D'un autre côté, quand on regarde les cibles aujourd'hui en Iran, malheureusement, ils frappent des écoles, et cela s'étend aux universités. D'hier à aujourd'hui, nous avons appris que 3 universités, 2 à Téhéran et une à Ispahan, ont été touchées par les forces américaines et israéliennes. Alors, la question est, quel est l'objectif principal de cela? Sont-elles liées au complexe militaro-industriel du pays? Non, il n'y a aucun lien. S'il y en a un, c'est seulement à travers leurs professeurs et les personnes qui ont étudié dans ces universités.
Il ne s'agit pas de ces universités qui feraient des recherches pour le complexe militaro-industriel. C'est totalement faux et c'est mensonger de le prétendre. Ils s'en prennent aux niveaux inférieurs dans le processus de destruction de l'infrastructure iranienne. L'éducation, la santé, tout. Ils veulent tout anéantir parce que Donald Trump est obsédé par la manière dont le gouvernement iranien réagit, répond et riposte contre des cibles dans la région. Alors, que peuvent-ils faire? Ont-ils des renseignements actualisés, des informations fiables provenant d'Iran? Non, ils n'en ont pas. C'est pourquoi ils frappent les universités, les écoles, les hôpitaux et tuent des civils. Même dans le cas de Larijani, ils ont détruit tout un quartier simplement pour l'assassiner. Tu vois à quel point leur renseignement est fragile, faible lorsqu'il s'agit de l'Iran. Tout le monde en parlait. Le Mossad est partout en Iran, disait-il. Ils sont manipulés. Mais ce qui s'est passé après la guerre de 12 jours, c'est que l'Iran a éradiqué la plupart de ses agents, la plupart de ses réseaux dans le pays, qui étaient d'une manière ou d'une autre liés au renseignement israélien. Donc, aujourd'hui, au moment où nous parlons, je pense qu'on peut dire que les services de renseignement et de contre-espionnage du gouvernement ont réussi à neutraliser les agents du Mossad à l'intérieur de l'Iran. Les États-Unis et Israël, ils sont à court de cibles en Iran. Ils frappent des civils. Donald Trump a lancé un ultimatum de 48 heures à l'Iran, puis de 5 jours, puis de 10 jours. Quel était l'objectif principal de cela? Nous n'allons pas frapper, nous n'allons pas attaquer vos installations énergétiques. Mais qu'ont-ils fait? Ils les ont attaqués. Ils ont frappé les aciéries, 2 ou 3 d'entre elles en Iran, et ils ont touché 2 sites nucléaires. L'un à Bushehr, dans le sud de l'Iran, et l'autre dans la région centrale, dans la ville d'Arak. Arak est une ville de la province centrale de l'Iran. Elle était chargée de produire de l'eau lourde. Ils ont donc frappé ces 2 installations, ainsi que les aciéries. Et l'autre événement survenu au cours des 3 derniers jours a été l'attaque contre les installations d'eau. Ils ont frappé des cibles dans une ville appelée Haftkel, dans la province du Khuzistan. C'est une petite ville. Elle n'a pas beaucoup d'importance sur le plan du complexe militaro-industriel. Elle n'a rien à voir avec quoi que ce soit de militaire ou de stratégique. Mais ils ont visé ces cibles parce que la ville et la province du Khuzistan se trouvent dans la partie ouest du pays, près de la frontière irakienne, ce qui leur permet d'y accéder. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? Ils ont frappé les installations d'eau pour créer des problèmes dans le réseau d'approvisionnement afin de perturber la distribution d'eau à la population. C'est le problème auquel ils sont confrontés en Iran en ce moment. Les États-Unis passent à l'étape suivante, car ils ne savent pas où se trouvent les cibles, qu'il s'agisse de cibles militaires ou stratégiques en Iran. Ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, car lorsqu'on pénètre dans un pays, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Ukraine, on essaie de vaincre son ennemi sur le plan stratégique avant d'utiliser toutes ses tactiques militaires. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au fil du temps, je peux confirmer que tout passe sous le contrôle du gouvernement iranien. Lorsque la guerre a commencé, il y a eu un certain chaos, car la société ne savait pas comment faire face aux conséquences du conflit. Mais avec le temps, on voit non seulement l'armée, les gardiens de la révolution avec l'armée, apprendre à gérer les choses, à tout organiser. On voit le peuple iranien se rassembler. C'est nouveau. Cela s'améliore avec le temps. C'est pour cela que les États-Unis attaquent des civils. Ils ne se soucient plus du changement de régime, ni de tout cela. Tu sais, J.D. Vance et les autres. On a appris que J.D. Vance avait eu un appel téléphonique avec Benjamin Netanyahu, lui disant que certaines informations fournies par le Mossad aux États-Unis
et au bureau de Donald Trump avaient été volés ou n'étaient pas exacts. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'ils ne savent pas quels sont les principaux objectifs en ce moment. What are the main targets right now? What can they do to change the dynamic of the war? Que peuvent-ils faire pour changer la dynamique de la guerre? Du côté iranien, on observe autre chose. Ils n'ont visé aucune usine de dessalement à l'ouest, ni dans le Golfe Persique, y compris celle liée à Israël, car pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin. Quel serait l'objectif principal d'une telle action? S'ils ont des cibles, radars, logistiques à frapper, ils se concentrent entièrement sur ce que les États-Unis essayent de faire, puisqu'ils déploient de nouvelles forces dans la région. Je pense que tôt ou tard, nous verrons une confrontation au sol dans le sud de l'Iran ou sur certaines îles du Golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. Cela entraînerait de nombreux changements dans la manière dont Donald Trump tente de présenter l'ensemble du concept de guerre aux États-Unis. Et à mesure que l'Iran devient plus uni, Trump essaie de renforcer son argumentaire sur le plan intérieur pour obtenir davantage de soutien. On voit J.D. Vance intervenir, évoquant même ce qu'ils ont accompli au Venezuela. Ce que J.D. Vance avance, bien que je ne pense pas qu'il partage exactement les mêmes objectifs que Donald Trump et Benjamin Netanyahu, fait tout de même partie du mouvement plus large qui gravite autour de Trump. Il croit encore qu'ils peuvent s'emparer du pétrole iranien et reproduire ce qu'ils ont fait au Venezuela. C'est totalement illusoire. Cela n'arrivera pas. Et personne ne sait vraiment, au fil du temps, quelle quantité d'informations J.D. Vance reçoit réellement des services de renseignement américains. Car lorsqu'on le voit parler avec Benjamin Netanyahu et lui attribuer la responsabilité, cela laisse penser qu'il ne dispose pas d'informations fiables de la CIA ou d'autres sources de renseignement américaines. C'est pour cette raison qu'il finit par appeler Netanyahu pour lui en faire porter la faute. Ce qui se passe actuellement concernant la riposte iranienne à l'attaque contre les usines de pétrole et d'acier, c'est qu'il frappe des cibles. Le grand producteur d'aluminium des Émirats arabes unis a été touché par des missiles iraniens. Mais l'attention principale, en ce moment, se porte sur la région. Comment contrer les États-Unis et gérer la phase actuelle de la guerre, car elle va se déplacer sur le terrain. L'Iran doit donc se concentrer sur les radars. C'est pourquoi ils ont frappé l'avion AWACS en Arabie saoudite. C'est la première fois qu'un de ces avions est touché par des missiles iraniens, et cela a fait des victimes américaines. C'est l'un des autres objectifs actuels de l'armée iranienne. Je dirais que, du point de vue de la stratégie iranienne envers les États arabes de la région, l'objectif est de les maintenir dans le conflit, car ils en font partie. Autrement dit, ils frappent certaines installations dans ces pays pour leur faire comprendre que l'Iran les considère comme des ennemis. Donc ils les frappent. D'un autre côté, on peut constater un changement radical en ce qui concerne le Qatar. L'Iran n'a visé aucune cible au Qatar. Cela fait, je crois, 6 jours que l'Iran a décidé de ne pas attaquer le Qatar, ou en gros, de ne pas frapper d'installations importantes ou cruciales là-bas. Ainsi, le Qatar et Oman adoptent peu à peu un état d'esprit différent. L'Arabie saoudite, elle, se trouve aux côtés des Émirats arabes unis et du Koweït. Je dirais que l'opinion publique au Koweït change radicalement. Mais malgré tout, le cœur, le fondement de l'hostilité du Koweït envers l'Iran, le gouvernement iranien, le peuple iranien et l'Iran en tant que pays d'Asie de l'Ouest repose aujourd'hui sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, essentiellement les Émirats. L'Arabie saoudite était... Eh bien, vous savez, hier, Donald Trump a déclaré que le roi d'Arabie saoudite, le prince héritier d'Arabie saoudite, devait lui baiser l'arrière-train. Et cela, vous savez, quand on dit une chose pareille à un prince héritier appelé à devenir roi d'Arabie saoudite,
C'est énorme. Who's going to be the king of Saudi Arabia? It's huge. You cannot imagine how important that is. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important dans la culture arabe. Quand on dit quelque chose comme ça, c'est comme si on avait bombardé l'Arabie saoudite. Donald Trump a en quelque sorte bombardé l'Arabie saoudite par ses propos, par la manière dont il a parlé du prince héritier. Je dirais que cela va provoquer beaucoup de remous en Arabie saoudite et influencer la façon dont le pays perçoit le conflit au fil du temps. Et l'autre aspect de ce qui se passe en Asie occidentale, si vous regardez les médias traditionnels, ils parlent surtout de la hausse des prix du pétrole et de l'évolution du marché. Donald Trump n'est plus capable de manipuler le marché, car il l'a fait une fois, 2 fois. Et maintenant, le marché comprend comment il essaie de s'y prendre. So the market understand how Donald Trump is trying to do that. So I think he used his opportunity. Je pense donc qu'il a utilisé son occasion. Et 2 fois. Il a donc perdu cette occasion. Il a perdu la possibilité de le refaire. D'un autre côté, si les escalades continuent, la prochaine étape serait des attaques contre les usines de dessalement. L'eau est bien plus importante que le pétrole dans la région. L'eau, c'est tout. Pour comprendre cela, il faut regarder ce que fait Israël dans le sud de la Syrie et le sud du Liban. Ces régions sont cruciales en matière d'eau douce. Israël s'empare donc de certaines terres pour sécuriser cela, car environ 75% de l'eau provient des usines de dessalement. L'Iran n'a pas encore attaqué ces usines de dessalement. L'Iran les surveille. Ils ont frappé une usine chimique en Israël liée au complexe militaro-industriel de l'armée israélienne. En regardant ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille, je pense que la réalité est que l'Iran se sent assez à l'aise avec la situation, car il a réussi à rester concentré sur ses objectifs. Leurs objectifs, ce ne sont pas les civils des États arabes ou d'Israël. L'objectif iranien, ce sont les radars et la logistique. Ce sont les principales priorités du gouvernement iranien. Mais la souffrance que toute la région endure à cause de ce qui se passe, on peut la voir. On voit l'Arabie saoudite avec le Pakistan et la Turquie se rassembler au Pakistan pour entreprendre une sorte d'initiative politique afin de trouver une solution à la situation actuelle. Mais le problème avec l'Iran ne peut pas être résolu politiquement, à mon avis, à ce stade. L'Iran fixe des objectifs. Rappelons quels étaient les objectifs avant le début de la guerre. Essentiellement, le programme nucléaire iranien et le programme de missiles balistiques. Alors, sont-ils encore sur la table pour des négociations? Personne en Iran n'en parle. Personne ne dit qu'il est prêt à négocier avec les États-Unis. Ce qui se passe actuellement en Iran concerne la manière et le moment où ils pourront se retirer du TNP. Tôt ou tard, l'Iran se retirera du TNP. Je pense que c'est un avertissement majeur, un message fort pour que les États-Unis comprennent où va cette guerre et comment l'escalade modifie la politique et la stratégie iranienne. La pire chose qui aurait pu arriver à l'Iran, c'est cette guerre. Une guerre qui tue des civils, des étudiants, des gens dans les écoles, les universités, les hôpitaux, les installations pétrolières. Que peuvent-ils faire d'autre? Que peut-il encore arriver à l'Iran? Alors la direction doit parvenir à une certaine forme de compréhension. Et ils en viennent à cette compréhension qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis, aucune solution politique à ce qui se passe. Tout va se décider sur le champ de bataille. Et les États-Unis n'ont aucune capacité. Ils ont commencé avec le programme nucléaire iranien, le programme de missiles balistiques iranien. L'objectif principal en ce moment est de savoir comment rouvrir le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump fait désespérément tout ce qu'il peut. Il essaye de faire pression sur les Européens, de discuter avec les pays de la région, de parler avec l'Arabie saoudite, la Turquie, tous ces pays, pour savoir comment gérer la situation.
Mais personne ne propose de plan. Personne ne veut, vous savez, s'impliquer militairement dans la région. Même, je dirais, le Royaume-Uni joue en coulisses un rôle important, tout en affirmant d'une certaine manière qu'il ne fait pas partie de la guerre. Ils font tout, comme tous les Européens, pour protéger les États-Unis et les Israéliens. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie de la guerre. Ils en font partie, mais du côté défensif. En ce qui concerne l'offensive, ils sont impliqués sur le plan du renseignement et de l'équipement militaire. Ils essaient de fournir aux États-Unis tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi ils envoient leurs navires militaires, pour aider les États-Unis. Mais Donald Trump se moquait de l'équipement britannique. D'une certaine manière, ce type se moque des Européens tout en voulant qu'ils l'aident. Et il dit « J'ai l'armée la plus puissante de la planète ». La marine se porte très bien. Souvenez-vous simplement de ce qui est arrivé au Gerald Ford, ce qui est arrivé à ce porte-avions, le plus grand que possèdent les États-Unis. Ils n'en parlent pas, mais il a été touché par des missiles et des drones iraniens. Ce n'était pas une sorte d'incendie dans la buanderie ou quelque chose du genre. C'est tout simplement stupide de supposer que ce que les États-Unis nous disent à propos des problèmes qu'ils rencontrent avec ce porte-avions ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Il n'y a pas de réalité. Les États-Unis sont militairement vaincus, militairement et stratégiquement vaincus, dans le Golfe Persique. Avec le temps, peu importe la manière dont on frappe la cible, même des cibles civiles, pour faire souffrir le peuple iranien afin de faire pression sur le gouvernement. C'est leur stratégie actuelle. Ils veulent frapper les civils pour faire pression sur le gouvernement iranien. Mais ils ne se rendent pas compte que cette stratégie va se retourner contre eux. Plus ils frappent les civils, plus ceux-ci se rapprocheront du gouvernement iranien et de ses politiques. Et le peuple iranien est furieux. Vous savez, beaucoup d'Iraniens de la diaspora, enfin, pas tant que ça, je dirais. Malheureusement, un grand nombre de ceux qui vivent à l'étranger, la majorité des Iraniens de la diaspora, sont soit silencieux, soit simplement en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ils sont tellement isolés par les médias dominants en Occident qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe en Iran. J'ai moi-même vécu cela quand j'étais en Iran. Le gouvernement était accusé d'utiliser des armes chimiques contre son propre peuple, de tuer des Iraniens dans les rues. J'ai été quelque peu choqué de voir à quel point on pouvait laver le cerveau des gens de cette manière. Ces Iraniens de la diaspora croyaient vraiment que tout s'effondrait en Iran, que le gouvernement tuait tout le monde et détruisait tout. Tu sais, cela n'avait rien à voir avec la réalité. Je suppose que ces gens, des Iraniens qui vivent en dehors de l'Iran depuis si longtemps, ne savent pas à quoi ressemble la société iranienne aujourd'hui, ni ce que ressentent les gens quand les États-Unis parlent d'attaquer l'Iran. Ils disent que les États-Unis attaquent l'Iran, détruisons tout, nous reconstruirons ensuite. Mais ce type vit en dehors de l'Iran depuis plus de 20 ans. Il n'arrive même pas à gérer sa propre vie et il parle de retourner en Iran pour améliorer les choses. Nous devons comprendre ce qui se passe quand nous discutons avec certains de ces Iraniens. Je dirais qu'il s'agit de minorités vivant en dehors de l'Iran qui parlent ainsi. Cela montre à quel point les Iraniens de l'intérieur et de l'extérieur du pays sont déconnectés. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Vous savez, certains d'entre eux se moquent même des personnes touchées par les missiles américains en Iran. Lorsque les États-Unis ont attaqué cette école primaire en Iran, le premier jour de la guerre, la plupart de ces gens à l'étranger, ceux qui manifestaient dans les rues, soutenaient en réalité cette attaque.
Je ne dis pas qu'ils étaient majoritaires, mais beaucoup de ceux qui sont sortis étaient favorables à la guerre, soutenant les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Ils ont dit que cette école avait été prise pour cible par le gouvernement iranien. Ils essaient de manipuler les gens, d'influencer tout le pays. Vous savez, leurs amis en Occident, cela ne change rien en Iran, parce que le peuple iranien est aujourd'hui largement uni. Il sait comment se battre, et il veut se battre. Le détroit d'Ormuz restera iranien, et quiconque voudra l'utiliser devra obtenir une forme d'autorisation du gouvernement iranien ou de l'armée iranienne, qui serait l'autorité principale sur le détroit d'Ormuz.